Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Tempo Sport. Kwame Atiso, votre présentateur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éliminatoire zone Afrique du Mondial 2018. Nous allons aussi parler de la sécurité autour de l'Euro 2017 qui se déroule en France. Nous allons ensuite parler de la FIFA avec le feuilleton Platini. Nous allons aussi parler du rugby et nous allons clôturer cette émission avec l'athlétisme. Donc voici les résultats des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2018. Le Gabon avait éliminé la Mozambique. À l'aller-retour, le score était de parité, un but partout. Donc le Gabon l'a remporté au tir au but 2 contre 4. L'Ouganda a éliminé le Togo. Sur l'ensemble des deux matchs, le score était de 4 buts à 0 en faveur des Ougandais. La RDC a éliminé la Burundi. 3 buts à l'aller et 2 buts partout au retour. Le Maroc a fait quitter la Guinée équatoriale. 2 buts à 0 à l'aller et 1 but à 0 au retour. La Guinée a éliminé la Namibie. Le score était de 1 but à 0 à l'aller et 2 buts à 0 au retour. 3 buts à 0 sur l'ensemble des deux matchs. Le Rwanda s'est fait éliminer par la Libye qui a battu 1 but à 0 à l'aller et 3 buts à 1 au retour. Donc 4 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. Les Lions indomptables ont éliminé le Niger 3 buts à 0 à l'aller et 0 but partout au retour. Le Ghana, les Blasters, ont éliminé les Comores. Ça n'a pas été facile pour les Blasters. 0 but partout à l'aller et puis 2 buts à 0 au retour. L'Égypte a éliminé le Tchad. 1 but à 0 à l'aller et 4 buts à 0 au retour. La Tunisie s'est défait de la Mauritanie sur l'ensemble des deux matchs, 4 buts à 2. L'Afrique du Sud a écarté l'Angola, 3 buts à 1 à l'aller et 1 but à 0 au retour. La Côte d'Ivoire a éliminé le Libéria, 1 but à 0 à l'aller et 3 buts à 0 au retour. Le Burkina Faso a éliminé le Bénin. Le Bénin l'avait apporté à domicile 2 buts à 1 et les Burkinabés ont renversé la vapeur chez eux en battant les écureuils 2 buts à 0. L'Algérie a sorti la Tanzanie. Ça n'a pas été du tout facile pour les Algériens. Ils ont fait match nul à l'aller, 2 buts partout. Et le retour était plus facile, 7 buts à 0. Donc, l'Algérie s'est qualifiée. Le Cap-Vert s'était qualifié aux dépens du Kenya. 1 but à 0 en faveur du Kenya à l'aller. Et puis 2 buts à 0 en faveur du Cap-Vert au retour. Sur l'ensemble des deux matchs, 2 buts à 1. Le Mali a éliminé le Botswana. 1 but contre 2 à l'aller. Et puis 2 buts à 0 au retour. Le Sénégal a éliminé le Madagascar. 2 buts partout à l'aller. Et puis 3 buts à 0 au retour. Donc, je vais poser quelques questions à M. Yves Kenao sur ces matchs. Alors, M. Yves Kenao, quelles sont vos analyses sur cette éliminatoire? Voilà, vous savez, toutes premières analyses que moi
j'ai fait de ces éliminatoires de la Coupe 2018 c'est qu'au match aller, il y a eu des équipes qui sont bien comportées. Par exemple, des équipes comme des pays comme le Botswana. Le Botswana a tenu en échec le Ghana, grand champion, vice-champion d'Afrique, 0-0. Les Black Stars ont eu de la peine à s'imposer au match retour par 2-0 pour se qualifier. Donc c'est pour vous dire que à l'heure actuelle où nous parlons, il n'y a pas de faible équipe en Afrique. Toutes les équipes en Afrique sont des équipes qui sont en progrès. Le Botswana tenu en échec le Ghana. Et c'est pas facile parce qu'il y a de cela quelques années, si le Ghana se rendait au Botswana, c'était pour aller écraser même cette équipe à domicile. Mais ça n'était pas facile. Quand nous prenons le cas du Nigeria, par exemple, le Nigeria s'est rendu en Swaziland où le Nigeria au match aller a eu beaucoup de la peine à s'imposer, à faire un match nul. C'était par un hasard que le Nigeria a même fait un match nul au Swaziland. Et le Nigeria s'est imposé au match aller par un petit score de 2-0. Parce que pour moi, le Nigeria face au Swaziland 2-0, c'est un petit score. Les Nigériens ont peiné avant de l'emporter. Par contre, il y a des équipes comme l'Algérie, des équipes comme l'Égypte qui ont cartonné leur adversaire au match retour. Il est bien vrai que l'Algérie au match aller a tenu en échec la Tanzanie par 2 buts partout, mais au match retour, les Algériens n'ont pas lésiné sur les moyens. Les Algériens ont mis le paquet et ont cartonné. La Tanzanie par 7 buts à 0. Je vous dis bien 7 buts à 0. On dirait qu'il n'y a même pas le portier dans les buts. Mais c'est le match de football. Et puis ensuite, le cas du Togo est un cas pratiquement étonnant. Au match aller, les Togolais s'étaient inclinés à domicile par 1 but à 0. Ils ont même raté un penalty qu'on leur a accordé pour pouvoir établir l'équilibre, mais ils n'avaient pas réussi. Et les Ougandais, au match retour, ont mis la pression sur la pédale et ont éliminé le Togo. Tout hasard comme ça, 3 buts à 0. La Côte d'Ivoire, champion en titre, n'a non plus fait les choses à moitié. La Côte d'Ivoire a vraiment cartonné. Le Libéria qui a battu la Tunisie, je vous le rappelle, lors de l'éliminatoire de la Coupe de la CAN, de la Coupe d'Afrique, le Libéria a battu la Tunisie à domicile par 1 but à 0. Donc les Ivoiriens s'étaient préparés pour vraiment cette rencontre et ils l'ont réussi en battant le Libéria par 3 buts à 0. En dehors de cela, les autres scores ne sont pas étonnants parce que entre le Burkina Faso et le Bénin, les forces sont les mêmes. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. 2-1 au match aller et 2-0 au match retour. Ce n'est pas étonnant. Mais il y a des scores qui sont vraiment étonnants. Des scores comme le Ghana et le Comores, le Nigeria et le Swaziland. Ce sont des scores quand même qui sont étonnants. Et si, bon, quand on prend la République démocratique de Congo et le Burundi, au match aller, c'était à 2 contre 3. Maintenant, au match retour à Bujumbura, c'était à domicile. Les Lions Indomptables ont réussi, enfin, c'est pas les Lions Indomptables, les Léopards de Kinshasa ont réussi à faire un match nul, 2 buts partout. Là aussi, mathématiquement et footballistiquement parlant, le score m'étonne parce que quand on prend les Léopards comparés au Rwanda, il n'y a pas match. Mais en matière de football, 1 plus 1 n'est toujours pas égal à 2. Voilà, c'est ce que je peux dire sur l'ensemble des scores. Mais tout compte fait, il faut vous dire que le niveau du football africain, à l'égard de ces résultats, le niveau du football africain est vraiment élevé. Il est très élevé parce que dans chaque équipe nationale que l'Afrique contient maintenant, il y a des joueurs qui évoluent à l'étranger.
qui ont l'expérience internationale du football. C'est ça même qui fait que le football, le niveau du football africain est très élevé à l'heure actuelle et nous pouvons même exiger auprès de la FIFA qu'on augmente notre quota de participation à la Coupe du Monde. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, la surprise de cette éliminatoire vient de l'Ouganda qui a sorti le Togo par 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Le Togo était actuellement en tête de son pool pour les éliminatoires de la CAN 2017. Est-ce que les Togolais pouvaient garder la tête haute lors des éliminatoires de la CAN? Pensez-vous qu'ils pourront arriver si on voit le jeu du Togo maintenant avec le problème de la fédération avec les joueurs? Voilà, c'est ce que je dis. Si vous suivez l'image que nous sommes en train de suivre, c'est le match Togo-Ouganda. Vous voyez, un joueur qui n'arrive, qu'on a même touché, on dirait, mais le football, ce n'est pas question de, ce n'est pas au lit. Le football, c'est le physique. Le football, c'est la force. Le football, on doit montrer les muscles. Mais vous imaginez un joueur ougandais qui touche un joueur togolais et il perd la balle. Il tombe comme s'il était en train de s'amuser avec sa femme au lit. Non, ce n'est pas ça le football togolais. Réveillez-vous. Montrez vos muscles sur le terrain. Le football, ce sont les muscles. C'est ça. Alors, pour répondre à votre question, moi j'ai un doute. J'ai un doute. Parce que les problèmes que traverse la fédération togolaise de football, même l'équipe nationale de football du Togo traverse une crise. Il faut le dire. Il y a le problème du changement de capitaine, il y a le problème de discipline au sein même de l'équipe. Les joueurs ne sont pas disciplinés, certains se trouvent comme au-dessus de la loi. Tout ça là, il faut mettre de l'ordre. Que la fédération togolaise, que l'entraîneur, que les dirigeants de la fédération togolaise mettent de l'ordre dans la maison. Quand je dis dans la maison, au sein de la fédération togolaise de football, au sein de l'équipe nationale. C'est ce que je disais. Si le Togo ne fait pas attention, si le Togo ne met pas de l'ordre dans l'équipe nationale, le Togo verrait les qualifications de la Coupe de la CAN passer juste à côté. Justement, est-ce que vous pensez que les ténors comme Agassa Kossi, Adebayor pourront revenir dans l'équipe? Voilà, c'est ce que je dis. Ils n'étaient pas sur les stades. Voilà, quand le Togo se déplaçait pour se rendre au Djibouti, Adebayor qui a promis qu'il va les rejoindre, Adebayor n'y était pas. C'est après tout sur le Twitter qu'Adebayor envoie des messages à ces joueurs qui sont en train de défendre les couleurs nationales d'un côté de Djibouti. Ça n'honore pas une équipe nationale. Ensuite, des indisciplinés comme Agassa, comme Adebayor, on se pose la question, quand est-ce qu'ils vont revenir au bon sens pour pouvoir rejoindre l'équipe, pour mettre leur service, leur talent au service de l'équipe nationale. Tout ça là, on se pose des questions. Donc je vous dis que c'est tout un désordre. C'est tout un désordre qui règne au sein de l'équipe nationale du Togo, au sein de la fédération qui n'a même pas encore un président. Les élections devraient avoir lieu la semaine passée. La FIFA était là, mais les Togolais encore une fois ont joué à leurs mesures dilatoires pour ne pas organiser les élections, pour ne pas élire un président jusqu'à ce que les membres de la FIFA quittent Lomé. Tout ça là, ça fait croire qu'il n'y a pas de sérieux au sein même de la fédération, au sein de l'équipe nationale. Dans ces conditions, si le Togo n'arrivait pas à se qualifier pour la CAN, moi ça ne m'étonnerait pas. Moi ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, puisque nous parlons de l'Afrique, nous allons comparer le championnat africain au championnat européen. Nous sommes tous d'accord que le championnat européen est un foot, se pratique comme business foot, et ce championnat est bourré d'argent, alors que le championnat africain n'a pas les moyens logistiques, financiers. Donc, comment allons-nous arriver à un foot business en Afrique? Ok, tu sais, le football, c'est toute une entreprise. Comme tu l'appelles business, moi j'appelle ça entreprise. Ce sont des multinationales qui sont derrière
le football, ce que nous appelons les sponsors. Vous savez, quand on parle des contrats, posez-vous la question, où est-ce que les clubs, les présidents des clubs trouvent l'argent pour signer des millions et des millions d'euros à ces joueurs européens? C'est parce que il y a ce que nous appelons les sponsors. En Afrique, les équipes ne sont pas sponsorisées. Vous savez, si vous avez quand j'étais en train de préparer cette émission, il y a un monsieur un monsieur de la FIFA, qui a introduit une loi au sein de la FIFA pour demander à la FIFA d'autoriser les équipes nationales de porter les sponsors. C'est-à-dire quoi? L'équipe nationale du Togo va porter, par exemple, Coca-Cola, derrière le dos ou devant, peu importe. Coca-Cola qui sponsor l'équipe togolaise, ou Puma, ou Nike, tout ça là, ou Adidas, les grands sponsors. Les grands sponsors. Donc, ça n'existait pas au niveau de la FIFA. Maintenant, ce monsieur a introduit une loi pour permettre à ces équipes nationales d'avoir accès à ces sponsors. Et dès que le sponsor est devant, et derrière vous ou devant vous, si vous prenez-le comme vous voulez, dès que vous avez un sponsor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'encadrement de vos joueurs, les entraînements, tout, c'est le sponsor qui prend en charge. Vos joueurs sont bien traités. Et le rendement est là. Parce que le sponsor veut vendre. En contrepartie, quand votre équipe évolue, le sponsor vend les maillots. Le sponsor vend le numéro 10 par exemple. Le capitaine. Et si c'est Adebayor, les maillots d'Adebayor seront vendus. Et c'est le sponsor qui prend. Tout ça là, c'est un business. Donc, au niveau de l'Afrique, ça n'existe pas encore. Ce n'est pas poussé. Il y a les pays du Maghreb qui ont ce système. Mais dans l'ensemble de l'Afrique, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, un peu s'est développé, peut-être au Cameroun ou au Nigeria. Mais c'est surtout au Maghreb que c'est un peu développé. Mais au niveau de l'Afrique subsaharienne, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, dès l'instant que le Togo ou le Ghana ou les autres pays vont arriver à ce niveau, je pense que les joueurs locaux seront compétitifs. C'est le manque de sponsors qui fait que même les joueurs locaux ne sont pas compétitifs. Parce qu'un joueur qui ne mange pas bien, il ne sera pas bien développé. Un enfant qui ne mange pas bien ne sera pas bien développé. Un joueur qui n'a pas de docteur, chez nous aussi on dit qu'il est nutritionniste, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît les nourritures qu'il faut manger et faire développer les muscles, la respiration, tout ça là, on n'a pas. Les cardio, les personnels, comment on appelle, les personnels, ok, je rentre tellement en anglais, ceux-là qui vont vous s'occuper de vous, médicalement, tout ça là, psychologiquement, il n'y a pas. Voilà. Donc, les locaux ne vont pas se développer au même titre que ceux-là que nous appelons en Afrique, entre guillemets, les professionnels. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ce taximan qui va conduire toute la journée et puis aller à l'entraînement. Ce n'est pas à lui que vous allez au soir. Déjà fatigué. Fatigué, ce n'est pas à lui que vous allez. Le jour du match, il peut aller. Peut-être qu'il va prendre du gari. Peut-être qu'il va prendre que du gari. Du gari, pour ceux qui connaissent ce que je veux dire. Ouais, mettre le gari avec du sucre et puis de l'arachide, du lait et aller jouer le match. Comment voulez-vous que ce type-là puisse vous donner un résultat? Alors que de l'autre côté, où le championnat est un championnat purement professionnel, il y a la nourriture qui compte. Les nourritures des matchs sont là, les nourritures des entraînements sont là. Tout ça là, ça fait que les joueurs ont une santé, une bonne santé pour évoluer. Ils vont se donner à fond. Retenez bien, quand les joueurs africains qui se disent professionnels reviennent dans les équipes nationales, vous allez remarquer que les résultats ne sont pas les mêmes. Parce qu'ils ne se donnent pas à fond. Ils pensent plus à leur contrat juteux qu'ils ont signé avec les contrats, qu'ils ne voudraient pas se dépenser ici pour, s'ils se blessaient, qui va s'occuper d'eux? Le contrat est résigné. Donc, il y a beaucoup de choses que les fédérations africaines doivent revoir pour permettre à ces joueurs africains talentueux dans leur corps européen d'avoir le même résultat dans les équipes nationales. Alors, aujourd'hui, nous voyons un Africain à la tête de la FIFA. Même si ce n'est pas intérim, est-ce qu'il peut, en ce moment précis, apporter une solution à ces problèmes du foot africain?
Vous voulez parler du Camerounais, n'est-ce pas? De Issa Yachou, bien sûr. Voilà, ce type, il fait partie de la FIFA, c'est pas aujourd'hui. Hein? Il était vice-président de la FIFA depuis des années, des millénaires. Hein? Depuis que nous, on est enfants, il était toujours là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il a fait pour le football africain? Il n'était pas patron, maintenant il est patron. Que vous soyez vice-patron, ou que vous soyez patron adjoint ou patron par intérim, ça ne change rien. Vous êtes dans la maison. Donc ça voudrait dire tout simplement que moi, je n'espère pas beaucoup de ce type-là. Alors, nous allons revenir sur la FIFA. Alors, quittons l'Afrique pour l'Europe. Nous allons ensuite évoquer la sécurité au niveau des stades. Nous sommes tous au courant que l'Euro 2017 se déroule en France en juin, à quelques mois de ce rendez-vous. On a vu ce qui s'est passé en France la semaine dernière avec l'attaque du stade. Donc, comment pensez-vous que les sécurités seront prises au niveau de cette compétition en Europe? Voilà, vous savez, ça, tout l'attaque de la semaine... Pourront-ils déplacer l'euro de la France pour un autre pays ou bien... Qu'en pensez-vous? Vous savez, ce problème voilà, d'abord, je vais vous dire une chose. La France en elle-même peut organiser toujours cette Coupe d'Euro. Cette Coupe d'Europe, la France peut l'organiser. Mais le problème qui se pose, c'est de savoir est-ce que le commitment, c'est-à-dire que l'engagement pris par les autorités, aussi bien par le public français, est-ce que cet engagement est toujours là? Qu'est-ce que je dis par engagement? C'est que la volonté, la ferme volonté de voir la chose se réaliser en France. Aujourd'hui, voyons, sans se mentir, qu'on ne se voile pas la face. Les gens ont toujours en image ce qui s'est passé la semaine dernière. Quoi qu'on leur dise, les gens n'iront pas au terrain comme si c'était avant. Ça, il faut qu'on se le dise. Un. De deux, qu'est-ce qui peut garantir aux gens qu'ils sont safe, qu'ils sont sécurisés? Il n'y a rien qui puisse, mathématiquement, il n'y a rien qui puisse. On ne peut que jouer sur le bon sens du bon Dieu, de nous épargner de quoi que ce soit. C'est cette psychose règne toujours au sein de la population française, quoi qu'on dise. Maintenant, où est-ce qu'on va amener ça? Si on amène ça en Allemagne, je vous dis que rien que le mardi ou le mercredi, l'Allemagne a reporté tout un match amical. Par crainte qu'on a eu des échos. Où est-ce que vous voulez qu'on amène ça? En Angleterre, là encore, ça se pose question. Donc, je pense que nous allons tout simplement croiser les bras, croiser les doigts, prier le bon Dieu. Renforcer la sécurité? Renforcer la sécurité, ça je ne le dis pas, c'est déjà fait. Renforcer la sécurité, c'est devenu question de vigilance de tout un chacun, de nous. Que ceux qui vont aller au terrain, qui décident d'aller au terrain, qu'ils fassent leur propre sécurité, qu'ils regardent à gauche, à droite, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose d'anormal, signalez-le. Voilà. Alors, nous allons à présent parler de la FIFA, plus précisément de Michel Platini, qui serait en cours d'être suspendu par le comité d'éthique de la FIFA avec Sepp Blatter jusqu'à 6 ans de suspension sans activité footballistique nationale, tant nationale qu'internationale. Alors, l'information vient d'un proche d'un membre de cette commission d'éthique. Alors, que pensez-vous de cette décision s'il s'avérait vrai? Voilà, tu sais, je vais te dire que ce qui s'est passé au niveau de la FIFA avec Platini, Joseph, tout ce monde-là, c'est un monde corrompu. Si cette histoire sur Platini, ce n'est pas pour rien. C'est parce que
la candidature retenue de Qatar, s'il vous plaît. Cette candidature retenue de Qatar m'a surpris, moi personnellement. Qatar qui n'a même pas un championnat de football. Qatar qui ne dépasse même pas la ville de Lomé. Qatar va avoir l'organisation de la Coupe du Monde en face de qui? Des États-Unis d'Amérique. Vous savez, si Joseph est un problème, si Platini est un problème, si la FIFA est un problème, ce n'est pas rien. C'est justement parce que les États-Unis n'ont pas compris comment un pays comme les États-Unis, avec un championnat qu'on appelle MLS, avec des grands joueurs comme Beckham, des grands joueurs comme Kaka, des grandes villes comme Chicago, New York, Dallas, Houston, tout ce monde-là va échouer devant un petit pays comme Qatar. Pour dire que c'est Qatar qui organise la Coupe du Monde 2022, je pense. Justement. Ça a étonné tout le monde et ça a amené les États-Unis à vérifier, à chercher à savoir comment le vote a été fait. Et il s'est avéré que le vote a été truqué. Et ce vote truqué ne peut que venir de la tête de la FIFA. De la FIFA, justement. Et nos investigateurs, nos hommes ont fouillé et sont arrivés à découvrir le tuyau de ceux-là qui ont tout simplement barré la route aux États-Unis d'avoir l'organisation de cette Coupe du Monde. Maintenant, laissons tout ça de côté. Pour revenir donc sur le plan éthique des membres de la FIFA. Les gens ont soupçonné la FIFA depuis des années de vendre ou d'acheter l'organisation des Coupes du Monde. Vous vous imaginez, je vais vous rappeler un truc, je vais vous ramener un tout petit peu en arrière. Le Maroc a demandé à organiser la Coupe du Monde depuis 1986, s'il vous plaît. Le Maroc a déposé sa candidature, on a remis à l'Algérie, au Brésil. Le Maroc a déposé, on remet à qui? Aux États-Unis. Le Maroc a déposé, on remet à qui? Finalement, c'est l'Allemagne qui a pris. Le Maroc dépose, maintenant en face du Maroc se trouve l'Afrique du Sud. La Coupe du Monde devrait revenir purement et simplement à l'Afrique. Normalement, un pays qui a cherché la Coupe du Monde plus de combien? 20 ans. Maintenant, il se fait que la Coupe du Monde revient en Afrique. Et à la surprise générale de tout le monde, le Maroc échoue encore. Pour dire que c'est l'Afrique du Sud qui l'a emporté. Et là encore, comparer l'Afrique du Sud au Maroc au niveau du plan footballistique, il n'y a pas comparaison. Le Maroc a le championnat le plus organisé, l'un des plus organisés de l'Afrique. Bien sûr. Le Maroc a les stades les mieux équipés de l'Afrique. Le championnat marocain, le niveau du championnat marocain est très élevé, avec des stades performants. Et pourtant, la FIFA avec les Platini, les Joseph et les Ayatou, tout ce monde-là, ils ont jugé que le Maroc n'était pas suffisamment qualifié pour organiser la Coupe du Monde. Tout ça, réuni, ajouté au cas du Qatar, ce petit, encore je le dis, ce petit pays sans championnat, où, qui va organiser... Non seulement ça, les clubs européens commencent déjà par se plaindre. Parce que les dates de la Coupe du Monde au niveau de Qatar n'arrangent pas les clubs européens. Ça, c'est un autre débat, on va en venir. Voilà, donc, tout cela. Et alors, pourquoi les Platini, les Joseph, les Yassou vont donner la Coupe du Monde au Qatar? Platini avait d'ailleurs supporté le Qatar. Voilà, si Platini
et Joseph sont suspendus, c'est justement parce que le monde a découvert que ce sont des vendeurs de Coupe du Monde. Ce sont des vendeurs des Coupes du Monde. Et ils ont vendu la Coupe du Monde au Qatar. Ils doivent rembourser l'argent là. Ils doivent rembourser les frais. L'argent, si c'est le pétrole qu'ils ont pris, si c'est des tanks et des tanks de pétrole qu'ils ont pris, ils doivent rembourser cela. Si ce sont des dollars pétroliers, ils doivent rembourser ces dollars pétroliers. Parce que tout compte fait. Moi, je demanderais, quand on parle de suspension, moi, je dirais tout simplement que les Platini, tout ce monde-là, qu'on les mette de côté. Et qu'on les juge. Qu'on les juge. Parce que le football, c'est un truc apolitique. C'est un truc pour le plaisir. Mais quand on mélange la corruption avec le football, s'il vous plaît, qui vous dit que même les arbitrages des matchs ne sont pas truqués. Nous avons vu des matchs, Togo-Tunisie, où le Togo, où tout est fait pour que le Togo soit éliminé. Et ça, c'est qui? C'est le Camerounais, Ayatou. Tout ce monde-là, s'il vous plaît, je dis que la suspension de 6 ans, ce n'est même pas suffisant. Si c'est moi, c'est à vie. Voilà, je m'arrête là. Sinon, il peut faire appel, il peut faire tout, il a échoué. Il ne peut pas réussir. L'appel va échouer. Sinon, il faut lui donner 10 ans. Il faut lui donner suspension à vie. Alors, évoluons rapidement en rugby avec la mort du rugbyman néo-zélandais Johan Lumo à l'âge de 40 ans. C'est un vaillant rugbyman qui a fait ce beau temps dans l'équipe nationale de rugby. Alors, monsieur Kenao, que direz-vous de cet homme de rugby? Voilà, cet homme de rugby, quand vous... imaginez, écoutez bien, cet homme, les Nouvelle-Zélande n'avaient qu'un adversaire farouche en rugby, l'Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud joue au rugby, ça, c'est le coup fort. Vous voyez, ils ont même remporté la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud. Donc, si ce type de Nouvelle-Zélande joue contre la France, il ne s'inquiète pas trop. Contre les autres pays, il ne s'inquiète pas. Mais quand il s'agit de jouer contre l'Afrique du Sud, c'est là qu'il montre de quoi il est à mesure. Vous voyez? Mais malheureusement, il nous a quittés un peu plus tôt. Et je demanderai aux jeunes qui s'intéressent au rugby de suivre ces vidéos, ces cassettes, parce que c'est un gars qui est plein de talent. Qui est plein de talent que si il était encore de notre monde, je lui demanderais de partager, j'allais dire de partager avec la nouvelle génération les tips, les secrets de sa réussite. Hein. Parce que le rugby, si vous voyez, aujourd'hui, de nos jours, le football est joué sur le système de rugby. Quand l'on, je ne sais pas, non seulement beaucoup de force, regardez le schéma tactique de football, surtout de Barcelone. Regardez le schéma tactique de Barcelone. Le mouvement des joueurs, c'est le système rugby. Ils vont ensemble d'un côté, si vous les suivez, et ils reviennent de l'autre côté. Le football n'a fait que tricher un tout petit peu le système de mouvement de rugby. Et quand vous retrouvez maintenant le sport canadien qu'on appelle hockey, le hockey, c'est purement simplement un truc comme ça. Et le football américain, c'est encore du rugby. C'est plus assimilable. C'est plus assimilable, voilà. Oui. Merci beaucoup, monsieur Tom, la paix à son âme. Et puis, que la terre lui sorte légère, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Rappelons que Jonas Lumo a fait 63 sélections avec la Nouvelle-Zélande avec 37 tailles. Je dis bien 37 tailles. Ce que nous appelons ici touchdown. Yeah. Donc, nous allons clôturer cette émission avec l'athlétisme et le dopage. L'Espagnol Maria Rodriguez, champion du monde 2009 du 3000 mètres, a été condamné à 3 ans de suspension pour des anomalies dans son passeport biologique et va perdre son titre mondial. Donc,
que pensez-vous du dopage dans l'athlétisme? Écoutez, je ne vais pas seulement parler du dopage au niveau de l'athlétisme. Le dopage, moi je le condamne, c'est une tricherie. Le dopage, c'est une tricherie parce que les autres sont en train d'utiliser leur force naturelle. Et d'un côté, l'autre, lui, il se fait aider par des substances chimiques pour pouvoir avoir une performance meilleure qu'aux autres. Mais quelque part, il faut se dire que le sport étant devenu exigeant, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le cyclisme, que ce soit le basketball, le football, la boxe, le sport est devenu beaucoup plus exigeant. Il faut nécessairement le résultat, mais pas n'importe quel résultat, le meilleur résultat. On ne cherche que les meilleurs. Donc les athlètes d'aujourd'hui n'ont qu'une seule option, c'est de trouver des moyens pour imbiber leur corps, de trouver des moyens pour injecter dans le système sanguin qui pourra augmenter leur capacité de production. Et c'est ça qui est le dopage. Vous imaginez aujourd'hui, on vous dit qu'on vous paie 120 millions de francs, 120 millions de dollars pour 4 ans. On attend de vous la coupe du monde. On attend de vous, si vous êtes un joueur de basket, le titre de NBA. On attend de vous, si vous êtes joueur de football, la coupe de NFL. Si vous êtes, vous voyez, même au niveau du championnat européen, vous signez des millions d'euros, on attend de vous la coupe. Voilà. Alors, vous devez donner ça. Vous devez rendre le message. Vous devez produire. Comment le faire? Si votre muscle n'arrive plus à répondre, vous pouvez trouver d'autres moyens pour que le muscle réponde. Et c'est ça qui conduit les joueurs d'aujourd'hui dans ce système de dopage. Pour moi, le dopage ne change rien. Parce que le gars a déjà les trophées. Le monde entier a reconnu qu'il a les trophées. Prenez Louis Armstrong, qui a 7 titres de Tour de cycle de France. Même si on dit qu'il s'est dopé. Il est déchu de tous ces titres. On a retiré le coup. Nous avons vu qu'il a fait 4 fois. L'histoire retiendra qu'il a été 7 fois champion de Tour de France. Ça ne change rien. Soit vous ouvrez la porte, que tout le monde se dope, ou que personne ne se dope. Parce que tout compte fait, celui qui se dope, qu'il a la coupe du monde, même si après vous dites qu'il s'est dopé, il a toujours la coupe du monde. Ça ne change pas grand-chose. Mais ça se retire. Même si ça se retire, comment ça se retire? Le monde est là, l'histoire c'est écrit. Vous êtes champion du monde. On vous a célébré. Vous voyez? C'est ce qui fait que certains joueurs décident, bon, je vais me doper pour avoir la coupe. On ne saura que peut-être 1 mois après ou 2 mois après. Nous avons déjà la coupe. C'est ça. Sinon, le dopage, en fait, c'est que il y a trop d'exigences auprès des athlètes aujourd'hui. C'est ça qui les pousse au niveau du dopage. Et les sanctions du dopage, pour moi, sont insignifiantes. Insignifiantes. Les sanctions du dopage sont insignifiantes. Voici sur ces mots que nous allons enfin mettre un terme à cette mission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. À la partie technique, était Malik Sall. À la présentation, Kwamivi Atiso. Je vous dis au revoir.